Bonjour, merci beaucoup, Shenchkol d'être avec nous. Vous êtes, analyste en relations internationales. Vous êtes aussi l'auteur, de cet ouvrage. On a pu, faire un entretien autour, dans une précédente vidéo et vous êtes aussi, l'auteur d'un rapport que vous avez publié récemment dans, le Millénaire, le think tank Le Millénaire, au sujet de la politique américaine de Donald Trump. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre les nouveaux rapports de force qui se dessinent, notamment la brutalité, qui en découle et puis aussi, comment les partis enfin, les gouvernements populistes, évoluent. Heu, J'aurais voulu, commencer avec Donald Trump, évidemment, qui apparaît aujourd'hui à la fois comme un conquérant, imprévisible, mais aussi avec un il a aussi un léger repli sur soi, on l'observe, au niveau de la politique américaine. On vous avez expliqué dans votre rapport d'ailleurs que l'Amérique avait peur de perdre son rang, notamment, face à l'émergence des empires et d'un monde multipolaire et que c'était ce sentiment de déclin, qui a été selon vous le véritable carburant de Donald Trump. Donc je voudrais, savoir si vous pouvez m'expliquer, cette brutalité-là de Donald Trump et aussi, j'aurais voulu savoir si tous les populistes, devenaient brutaux ou si c'était, seulement, voilà, quelques-uns? Merci déjà pour votre invitation, Sabrina. C'est un plaisir d'être de retour sur votre chaîne. Très, très pertinent comme question. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit une transformation donc, dans, dans les relations internationales. À mon avis, le sujet, c'est pas tant celui des populistes à proprement parler, mais plutôt d'essayer de comprendre la période historique que nous sommes en train de vivre. Donc, oui, en effet, il y a des leaders qui peuvent être qualifiés de populistes. Donc vous avez cité Donald Trump, mais on peut en citer d'autres comme Vladimir Poutine ou Benjamin Netanyahou qui sont brutaux, qui ont une politique étrangère, agressive. Mais donc on peut aussi prendre d'autres exemples de leaders populistes qui ne sont pas au pouvoir. Là, je pense par exemple en France à Jean-Luc Mélenchon, aux États-Unis à Bernie Sanders qui incarne une ligne, populiste de gauche, qui eux, se montrent également, disruptifs dans leur vision du monde. Et en fait, ce que ces populistes vont avoir en commun, c'est, qu'ils incarnent en fait ce nouveau moment historique qu'on est en train de vivre, donc celui de la restructuration de l'ordre mondial. Et qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Quelle est cette restructuration? C'est la question que vous pourrez me poser. C'est en fait la fin de l'histoire théorisée par Francis Fukuyama dans les années 90. C'est la fin de l'histoire. Donc, au lendemain de la chute du mur de Berlin en 89 et de la chute de l'URSS en 91, on inaugurait le triomphe des démocraties libérales. Donc c'était le triomphe, du modèle de la démocratie libérale sur, les modèles autoritaires. Et au courant des années 90 et au début des années 2000, on voit une explosion, des démocraties libérales. Mais force est de constater que depuis certaines années, elles sont en recul, ces démocraties libérales. Et on vit en fait la fin de ce qu'on va appeler la mondialisation néolibérale et l'entrée dans une ère qui est multipolaire, marquée par un retour des États-puissances. Donc c'est en quelque sorte l'échec du modèle de la démocratie libérale dans le monde au profit du retour de ces États-puissances. Si on reprend notamment cette expression du général Pierre de Villiers, c'est lui notamment qui parle de ces États, du retour de ces États-puissances qui viennent concurrencer les démocraties libérales. Et la montée des populismes et cette brutalité des populistes, c'est en quelque sorte la phase émergée de l'iceberg, d'un mouvement qui est plus profond, d'un mouvement à l'œuvre qui est plus profond. C'est l'échec de l'alternance droite-gauche dans les démocraties libérales ou des partis traditionnels. Heu, c'est également l'échec, comme je l'ai dit, de cette mondialisation néolibérale marquée par la crise de 2008, la fragmentation communautaire des sociétés, avec des différents communautarismes qui émergent, aussi une individualisation de la société et également au niveau international, c'est le déclin, du modèle occidental, post-Seconde Guerre mondiale. Heu, c'est ce modèle, qu'on surnomme donc le modèle libéral international. On voit c'est le déclin de ce modèle face à l'émergence, de ce qu'on va appeler le Sud global, des BRICS et même de Donald Trump qui vient remettre en question, ce modèle occidental. C'est également Emmanuel Todd qui parle lui de la défaite de l'Occident.
Et en fait, les populistes, ils incarnent cette rupture avec le monde ancien. Et dans ce rapport que vous mentionnez, pour le millénaire, sur le bilan des 10 ans de Donald Trump en politique, c'est ce changement d'air que j'ai voulu illustrer par le fait que Trump est un président transformateur, qui cherche à transformer l'Amérique. Et on a eu une illustration de cette transformation que l'administration Trump veut insuffler à l'Amérique et au monde hier, lorsque Marco Rubio, donc le secrétaire d'État américain, a prononcé son discours à, à Munich, à la conférence de sécurité à Munich, où il a expliqué que justement ce que je viens de décrire, cette illusion des années 90, selon lequel le monde allait se transformer en des démocraties libérales capitalistes, qu'on allait voir l'émergence d'un citoyen mondialisé qui est comme un atome qui pourrait euh, passer de pays en pays et être interchangeable, c'était une illusion. Et lui a prononcé ces mots, a dit que c'était renier 5000 ans d'histoire et également ne pas comprendre la nature humaine. Euh, et justement, lui actait à travers son discours la fin de cet ordre-là. Dans votre rapport, vous parlez aussi, vous faites un parallèle entre, le gaullisme et le trumpisme. J'aurais aimé que vous, m'éclairiez un peu plus là-dessus, parce que j'ai jamais entendu parler de ce parallèle justement. Heu, qu'est-ce que vous faites comme point commun, comme parallèle entre les 2 personnages? Ouais, merci Sabrina, c'est une bonne question. Et au risque de me faire insulter par les gaullistes puristes, je me suis osé à faire cette comparaison qui, je dois l'avouer, relève de la provocation. Mais l'idée, en fait, derrière cette comparaison, c'était d'illustrer la dimension historique du Trumpisme. Donc, en la comparaison au gaullisme, donc c'était d'abord illustrer la dimension historique, mais également révolutionnaire du Trumpisme, comme l'a été le gaullisme en son temps. Et c'est vrai que dans ce rapport, je me suis amusé à faire des petites comparaisons et de trouver des points en commun entre le Trumpisme et le gaullisme. Et il y a par exemple une première comparaison, c'est celle de le culte du chef, mais également la notion de loyauté. On l'a vu, Donald Trump, lorsqu'il est revenu au pouvoir, nomme son personnel politique sur la base de la méritocratie, mais également de la loyauté vis-à-vis du mouvement MAGA. Il y a également un autre point en commun qui est celui d'une certaine idée de l'Amérique et de sa grandeur, comme le général avait une certaine idée de la France et de la grandeur de la France en son temps. Mais il y a également un autre point commun qui est celui de la dimension du sacrifice. Je veux dire, à l'époque du général de Gaulle, rien ne l'obligeait, de Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, de partir à Londres et de continuer le combat. Idem pour Trump. Trump aurait pu mener une retraite dorée car je le rappelle à nos auditeurs, c'était un milliardaire, Trump est un milliardaire qui a réussi dans l'immobilier. Donc rien ne l'obligeait à rentrer dans la politique euh, avec toute la tempête que ça lui a, que, que- qui a émergé autour de lui, avec, je pense notamment à la cabale médiatique, euh, aux différents procès qu'il s'est pris et les scandales autour de sa personne qui découlent de cette entrée en politique de Donald Trump. Mais il y a également cette notion du déclin américain qui va enrayer. Et là aussi, De Gaulle, en son temps, euh, il est revenu au pouvoir en 58 pour enrayer le déclin français, notamment lié à la perte de son empire colonial. Et De Gaulle voulait faire rentrer la France dans la modernité. Et Trump veut faire la même chose. Je viens de l'expliquer. Lui veut faire rentrer l'Amérique dans la nouvelle ère des relations internationales qui est celle de l'ordre multipolaire. Et également, euh, comme De Gaulle à son époque, qui a fait rentrer la France dans la Ve République pour la sortir de son immobilisme, Trump veut sauver l'Amérique, quitte à piétiner l'ordre international existant. Et il y a une citation de Napoléon Bonaparte que je trouve qu'on peut appliquer à Donald Trump, c'est celui qui sauve sa patrie ne viole aucune loi. Donc c'est un peu la mentalité de Donald Trump. Donc il est prêt à piétiner l'ordre international existant dans l'objectif de sauver l'Amérique du déclin.
Et en ce sens, Trump incarne ce qu'on pourrait appeler une droite révolutionnaire. Donc c'est une droite qui veut proposer un nouveau projet de société. En général, la droite en politique est plutôt, on va dire, réactionnaire ou conservatrice. Or, Trump va se démarquer dans la mesure où il va venir proposer un nouveau projet de société. Et c'est par ailleurs pour ça, Sabrina, que Trump est mal compris en Europe auprès des centristes et des libéraux et d'une certaine gauche qui ne comprend pas cette dimension révolutionnaire de la droite, qui a un nouveau projet de société à proposer. Et au contraire, il caricature Donald Trump en, en le, à travers des termes. Je pense au président de la République, Emmanuel Macron, qui a qualifié Donald Trump d'Elon Musk et du mouvement MAGA de, d'international réactionnaire. Euh, mais après, voilà, cette comparaison avec le gaullisme, là vraiment, c'était pour provoquer. Mais il y a vraiment, dans cette comparaison, il faut quand même la nuancer, je tiens à le dire. Euh, donc là où De Gaulle avait une certaine légitimité historique du fait de son rôle durant la Seconde Guerre mondiale, bon bah Trump ne l'a clairement pas. Il n'a pas été chef de guerre, il n'a pas incarné une résistance face à un envahisseur. Euh, bon après, si on veut être intellectuellement honnête, De Gaulle était quelqu'un de très cultivé. Il avait une certaine culture que, objectivement, Trump n'a pas. Trump reste quand même le produit de son époque, celle du show business, de l'Amérique, d'une culture américaine, du culte de l'argent. Et également, De Gaulle, là où il va se démarquer de Donald Trump, c'est que De Gaulle avait pour but de rassembler au-delà des partis politiques. Là, on peut voir quand même où Trump est un personnage politique clivant, qui, qui, euh, qui n'hésite pas à humilier ses adversaires politiques, ce qui peut, euh, ce qui peut le nuire politiquement. Pour rester sur Trump, j'aurais aimé, comprendre, alors sans faire vraiment de psychologie, voilà, du café du commerce, qui serait inutile, mais, est-ce que la tentative d'assassinat qu'il a subie, n'a pas renforcé un peu sa brutalité et sa vision, en fait, de la politique aussi? Est-ce que vous avez vu un changement, un avant et après? Heu, il s'agit pas de le psychanalyser, mais c'est de vraiment comprendre si ça a eu un impact sur lui, un personnage très ciblé. Non, non, c'est une très bonne question. Vous psychologisez pas du tout le personnage. Il faut savoir que dans la politique américaine, à la différence d'autres systèmes démocratiques, la démocratie américaine est très violente. On a plusieurs exemples à travers l'histoire, notamment Kennedy qui s'est fait assassiner à Dallas. Voilà, des présidents américains se font assassiner. Je pense également à Ronald Reagan qui a subi dans les années 80 une tentative d'assassinat alors qu'il était président. Donc, c'est une dimension de la vie politique américaine, cette violence et ces tentatives d'assassinat que peuvent subir les présidents américains. Alors, en fait, la tentative d'assassinat à l'encontre de Donald Trump, donc c'était à Butler, en Pennsylvanie, autour du 14 juillet. C'était le 14 juillet de mémoire. En fait, c'est l'illustration d'une polarisation politique à l'œuvre aux États-Unis, où en fait une certaine gauche aujourd'hui est capable de tuer, car on la conteste sur le plan des idées. Et, Excusez-moi, mais, et d'ailleurs, vous parlez d'une gauche qui est capable de tuer. D'ailleurs, hier, là, on enregistre, la vidéo sera publiée plus tard, mais, hier, il y a un jeune qui s'est fait assassiner justement, en France, par des antifas lors d'une conférence, dans le cadre d'une conférence, en tout cas, de Rima Hassan. C'était un agent de sécurité du, collectif Némésis. Et donc voilà, frappé, à la tête, par des antifas et aujourd'hui donc il est en état de mort cérébrale. Donc c'est quelque chose aussi qui se transpose, en France, cette violence-là, aujourd'hui. Vous comprenez? ouais, 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 en effet, non, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, il y a une telle polarisation politique dans nos démocraties libérales, et vous avez raison de le soulever, Sabrina. Ce sont des cas de figure qu'on retrouve également en France, où des personnalités se font assassiner pour leurs convictions politiques. Et on pourrait citer un autre exemple, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est celui de Charlie Kirk aussi, qui, à cause de ses idées, s'est fait assassiner sur un campus universitaire. Donc, pour revenir à Donald Trump, donc déjà voilà, c'est l'illustration de cette polarisation politique. Mais
pour aller au-delà de cette tentative d'assassinat, et l'impact politique qu'il aurait pu avoir, je pense que la comparaison qui est intéressante à faire, c'est de comparer la politique de Donald Trump entre son premier mandat et son second mandat. Et c'est de comprendre la différence entre ces deux mandats. En 2016, Donald Trump arrive au pouvoir aux États-Unis d'Amérique à la tête d'un mouvement MAGA qui est encore embryonnaire. Euh, on se souvient, les commentateurs politiques, les journalistes, les analystes, également les chefs d'État à travers le monde ne prenaient pas Trump au sérieux. Ils croyaient que le mouvement MAGA allait être qu'une parenthèse dans la politique américaine euh, et qu'en fait, ça n'allait pas être un moment durable dans l'histoire politique des États-Unis, alors que non. On a vu Donald Trump est revenu au pouvoir en 2024 et en fait, quand il est revenu au pouvoir en 2024, le Trumpisme a incarné un mouvement hégémonique au sein des Républicains. Et on note également que son socle électoral s'est élargi avec son retour en 2024. Il a réussi non seulement à séduire les classes moyennes blanches, qu'il avait réussi à séduire en 2016 déjà, mais il a pu étendre son vote auprès des hispaniques, mais également auprès des minorités afro-américaines, des femmes, des jeunes, et également, et ça c'est inédit, auprès des géants de la tech de la Silicon Valley, dont la figure de proue est Elon Musk, qui, je le rappelle, soutenait Barack Obama il y a encore quelques années et qui s'est mis à soutenir Donald Trump. Et, euh, et justement, lui, c'est par opposition au wokisme. Et en fait, avec cette coalition, Trump a pu mener ce qu'on appelle dans la politique américaine un véritable trifecta. Donc, un trifecta aux États-Unis, c'est quand le président, enfin, un candidat rafle non seulement la présidence, mais également le Congrès, donc la Chambre des représentants, et également le Sénat. Puis on peut rappeler également que Donald Trump a une influence sur la Cour suprême dans la mesure où la majorité des juges sont conservateurs. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est qu'on voit que lors de ce second mandat, Donald Trump a une véritable mainmise sur la politique américaine. Et c'est ce qui explique en fait peut-être cette brutalité. Si je reviens à votre première question, c'est que Trump en fait peut dérouler son programme politique maintenant sans une véritable résistance. La résistance démocrate est très faible. Et ça, c'est du fait que son, le mouvement MAGA est hégémonique au sein de la politique américaine. Oui, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de la France. J'aurais aimé, connaître un petit peu le poids, de la diplomatie française dans un monde qui se brutalise, avec des nouveaux rapports de force. On se souvient, de la France qui avait mis son veto pardon, durant, la guerre d'Irak, pour désengager les Nations unies, et pour, que les États-Unis partent vers cette guerre, illégitimement. On se souvient, voilà, d'une France qui était écoutée, qui pesait, qui avait une voix un peu, différente. Qu'en est-il aujourd'hui? Euh, de réfléchir autour de la place de la France dans ce nouveau monde où le rapport de force prime entre les nations. Et il faut constater que la situation de la France, elle est difficile car il lui manque des cartes, si je reprends une expression de Donald Trump. France has no cards. On se souvient, il avait dit ça à Zelensky, notamment à la Maison Blanche. Bah, il manque des cartes à la France pour s'imposer dans ce nouvel ordre mondial. Paris, aujourd'hui, peut encore mener des coups d'éclat à l'international, mais uniquement sur le plan symbolique. Donc là, je pense par exemple à la reconnaissance de l'État de Palestine, mais également au discours du président de la République il y a quelques semaines à Davos, où Emmanuel Macron s'est opposé, en tout cas sur le plan du discours, à la politique de Donald Trump qui est agressive, notamment au Groenland. Et on se souvient que ce discours s'était transformé en véritable mème Internet avec l'expression du président de la République for sure, avec ses lunettes de soleil. Donc en fait, la France peut encore aujourd'hui incarner une voix différente, mais uniquement sur le plan symbolique, au niveau de la rhétorique. Euh, Parce que dans les faits, il reste peu de crédibilité à la France. Et le peu de crédibilité qui lui reste aujourd'hui, c'est dans son héritage gaulliste. Donc là, je pense à la dissuasion nucléaire,
Merci le général. Je pense également à la doctrine d'indépendance stratégique, donc cette fameuse doctrine de la troisième voie. Ça aussi, c'est un héritage du gaullisme, et également des grandes entreprises sur laquelle la France peut compter, et également concurrencer et concurrencer d'autres grandes entreprises à l'international. Je pense par exemple à Airbus, qui est un grand concurrent de Boeing, mais là aussi, c'est un héritage du gaullisme. En fait, le problème depuis le départ du général en 1969, c'est qu'aucun président de la République n'a été en mesure d'imposer sa marque politique et d'imposer une marque durable au service de la grandeur de la France. Vous mentionnez 2003. 2003, c'est un dernier sursaut chiracien. C'est un dernier sursaut gaulliste incarné par la présidence de Jacques Chirac. Et en fait, aujourd'hui, pour s'imposer à l'international, la France a besoin avant tout d'une doctrine et d'une vision. Heu, Or, moi je ne sais pas vous Sabrina, mais depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron en 2017, on nage dans un paradoxe permanent. C'est le paradoxe du «en même temps». Qui peut m'expliquer aujourd'hui, la doctrine d'Emmanuel Macron? Quelle est sa doctrine pour la France? Et surtout, je mets, je mets à l'épreuve nos auditeurs, heu, dans quel domaine la France s'en sort mieux aujourd'hui par rapport à 2017, à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron? On voit aujourd'hui que la France est paralysée par une classe politique qui est totalement décrédibilisée, et désavouée, par ses propres citoyens, par cette pseudo-révolution macroniste de 2017. Et non, mais on le voit, cette semaine, je regardais le baromètre Cevipof heu, de 2026. Le baromètre Cevipof de 2026 rapporte que seulement 22 des Français ont confiance en la politique. 22 des Français ont confiance en la politique. C'est 4 points de moins qu'en 2025. Et même en Europe, la France aujourd'hui est désavouée, elle n'est plus respectée. On l'a vu la semaine dernière avec un axe Rome-Berlin qui se met en place entre Mélanie et Merz autour d'une vision atlantiste et libre-échangiste de l'Europe dans laquelle la France n'occupe qu'une place périphérique. Donc la classe politique française est décrédibilisée au niveau national, mais également au niveau européen. Et à l'avenir, l'enjeu pour la France, pour qu'elle puisse peser dans le nouvel ordre international, il faut elle remette de l'ordre en interne pour ensuite pouvoir se projeter à l'étranger. Car la France, c'est un pays qui a tout pour être la première puissance européenne. C'est un pays qui encore est très admiré à l'international, mais il faut que les Français reprennent confiance en eux. Et en ce sens, le pays a besoin d'un petit choc de compétitivité pour regagner en crédibilité et également sortir d'une d'une politique ou de la politique des partis, si je reprendrais une expression du général, qui paralyse le pays et qu'on retrouve une doctrine qui mette, qui soit favorable à la grandeur de la France. Est-ce que ce sont personnages, comment dire? Les, partis, populistes, qui vont pouvoir, résoudre tout ça en France? Je pense, par exemple à Marine Le Pen, mais aussi à Jean-Luc Mélenchon. Heu, Est-ce que ce sont eux qui vont pouvoir, apporter, voilà cette volonté et ces solutions? Oui, 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 c'est une bonne question et beaucoup de Français se la posent, car on voit que ce sont les 2 partis qui, qui, heu, qui sont enfin, il y a un engouement politique autour de ces 2 partis, autour de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et c'est sûr qu'après 10 ans d'extrême centre, 10 ans de Macronie, donc Emmanuel Macron qui est arrivé en 2017 et qui avait notamment rédigé un livre où il affirmait qu'il allait révolutionner la politique française. On allait sortir du vieux monde, des clivages droite-gauche, qu'il allait créer la Startup Nation. Ben, en fait, tout ça n'a été que du flanc. Comme je l'ai dit, qui aujourd'hui peut me citer un domaine
de la société où on s'en sort mieux par rapport à 2017. Eh ben, force est de constater que ce sont en effet aujourd'hui ces partis d'extrême droite et d'extrême gauche qu'on surnomme péjorativement de populistes, qui ont une vraie dynamique politique et qui s'imposent face à cet extrême centre qui nous a menés dans une impasse politique aujourd'hui. Et là, je, je mets en avant ces chiffres du baromètre Cevipof. Il n'y a plus que 22% des Français qui ont confiance en la politique. Donc il faut comprendre l'engouement pour ces partis populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche. Il faut le comprendre comme un symptôme. Un symptôme, c'est la conséquence de l'échec de la Macronie et de l'extrême centre. Et donc, en effet, Sabrina, il faudrait comprendre leur offre politique, en prendre compte euh, pour servir la grandeur de la France. Pourquoi est-ce que Donald Trump est, aussi agressif avec la Chine? Vous parliez dans votre rapport, donc du déficit commercial, des États-Unis qui dépassait 500 milliards de dollars en raison, des échanges avec la Chine. Ça, c'était en 2016. Est-ce que c'est une de ces raisons pour laquelle Trump est aussi, agressif? Heu, il voit la Chine comme un de ses premiers concurrents, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez tout à fait raison, Sabrina. Trump est agressif à l'encontre de la Chine parce qu'il se rend compte que la Chine challenge les États-Unis euh, sur le podium de la première place de la puissance mondiale. Euh, en fait, en 2025, Pékin a dépassé pour la première fois la marque symbolique des 1000 milliards de dollars d'excédent commercial. Et également, la Chine menace les intérêts des États-Unis dans l'Est asiatique, autour de Taïwan. Et en fait, la Chine, ce qui est intéressant, c'est que cette puissance chinoise aujourd'hui, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit en termes d'influence géopolitique dans l'Est asiatique, c'est en fait une création des États-Unis d'Amérique, cette montée en puissance de la Chine. On pourrait dire que la Chine est une sorte de Frankenstein qui a échappé à son créateur américain, car ce sont bien les États-Unis qui ont permis à la Chine de se développer à une vitesse grand V. Donc si on revient en arrière quelques décennies, c'est notamment Richard Nixon dans les années 70 qui a rétabli les relations commerciales avec la Chine. Donc ça c'était en 1972. À l'époque, c'était pour contrer l'influence de l'URSS. Euh, C'était en quelque sorte pour diviser le communisme russe et chinois. Mais c'est également Bill Clinton qui permet à la Chine de rentrer à l'OMC en 2001. Et Clinton espérait, en faisant rentrer la Chine dans l'OMC, donc l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001, en intégrant la Chine, il espérait en fait que l'entrée de la Chine dans le commerce mondial, dans l'architecture internationale, favorisera une démocratisation du pays et un respect de l'ordre international multilatéral. Mais en fait, c'est l'inverse qui s'est déroulé. Et tel Frankenstein, la Chine a échappé à son créateur américain. La Chine n'a pas adopté le modèle américain de la démocratie libérale capitaliste. Ça reste un pays autoritaire, qui certes est capitaliste, mais qui reste autoritaire sur un modèle communiste. Et en fait, les Américains se rendent compte aujourd'hui. Et c'est pas Donald Trump qui a initié ce changement de la politique étrangère américaine. Il faut le rappeler, c'est Obama qui, dès 2011, va enclencher ce qu'on appelle le pivot asiatique. Et c'est qu'en fait, les Américains se rendent compte que la principale menace à l'encontre des États-Unis d'Amérique, le principal concurrent des États-Unis d'Amérique, c'est aujourd'hui la Chine, et également que les intérêts des États-Unis d'Amérique ne sont plus en Europe, qu'il y a besoin de se désengager d'Europe pour se concentrer sur le continent asiatique.
parce que dans les années à venir, on va y voir un boom en termes de un boom économique, une explosion, de la démographie, et également, les États-Unis doivent gérer ce concurrent chinois, l'influence grandissante de ce concurrent chinois et c'est ce qui explique le désengagement progressif américain de l'Europe. Et en fait, Trump ne fait que continuer cette politique qui a été initiée par Barack Obama en 2011, mais Trump le fait de manière, plus agressive, plus franche, et sans tabou. Et là, je fais notamment référence, à sa relation à l'OTAN, sur le fait que les Européens doivent, assurer leur propre sécurité en Europe, de contribuer à l'OTAN à hauteur de 5 parce qu'aujourd'hui, les intérêts américains, les intérêts vitaux des États-Unis ne sont plus en Europe, c'est bien, sur le continent asiatique pour pouvoir gérer ce concurrent chinois qui menace, la première puissance mondiale, américaine, qui veulent les challenger. Merci beaucoup, Shenshkel. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre, Le populisme, symptôme d'une crise de la démocratie. Vous avez aussi donc, rédigé ce rapport sur, le think tank du millénaire qui est accessible, en ligne gratuitement donc, que j'invite nos auditeurs à lire, passionnant, sur le bilan, du trumpisme. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter, à aimer. Et puis, merci beaucoup. Merci, merci à vous Sabrina, c'était un plaisir d'être de retour et d'aborder ce sujet, qui est hautement d'actualité, qui est, le trumpisme et le nouveau rapport de force, qui se dessine dans le monde. Merci.